J'avais souhaité, dès l'année dernière, budgétaire que nous avions travaillé au niveau de la délégation aux collectivités, lancer une mission toute particulière sur la question de la CNRACL, alertée par toutes les associations d'élus ici présentes et représentées, parce que nous avions entendu ce cri d'alerte. Donc lancer cette mission pour voir s'il n'y avait pas un autre chemin qui pourrait être poursuivi pour justement régler cette question de la CNRACL, parce que nous avons tous conscience sur les régimes retraite qu'il y a des difficultés à surmonter. La seule chose, c'est qu'il y a peut-être d'autres façons de le faire que comme ça a été décidé de manière unilatérale par le gouvernement de l'époque et poursuivi par l'actuel, par un décret sans concertation avec qui que ce soit et qui décide que la seule solution, c'était d'augmenter les cotisations. Alors pour ce faire, à l'Assemblée, nous avons conduit, comme toute mission qui se respecte, conduit des auditions, tout d'abord avec les employeurs territoriaux et l'ensemble des associations d'élus, avec les organisations syndicales représentatives de l'ensemble des agents territoriaux et surtout avec les inspecteurs de l'IGF, de l'IGA, de l'IGAS, qui avaient déjà commis un rapport, une mission, pour proposer au gouvernement de l'époque d'autres solutions. Et tout cela s'est traduit par un rapport de la délégation aux collectivités de l'Assemblée qui a préconisé 10 mesures qui pouvaient se faire sans appeler à une cotisation supplémentaire des collectivités territoriales. Je ne vais pas vous énumérer les 10 mesures, mais je voudrais quand même vous en citer quelques-unes pour vous montrer qu'un autre chemin est possible. La particularité du régime, ça a été dit, c'est que déjà, il a participé à hauteur de 100 milliards d'euros à aller combler les autres régimes de retraite qui eux-mêmes étaient déjà en déficit. Donc déjà, on l'a privé de cette ressource qui aujourd'hui pourrait lui permettre justement d'éviter la situation dans laquelle il est. Et le paradoxe, c'est que là, en 2026, la CNRACL, bien qu'en déficit, va encore contribuer à l'équilibre des autres régimes, pour peut-être en 2027 ne plus le faire et pouvoir avoir à son tour un faible retour de ce qu'elle a donné aux autres. Donc il y a là quelque chose qui ne veut pas. Et puis, la différence avec d'autres régimes, c'est que par exemple, tous les agents territoriaux, fonctionnaires, ne cotisent pas à la CNRACL. C'est quelque chose d'assez surprenant. Et parmi ceux qui n'y cotisent pas, ce sont les agents territoriaux qui sont employés à moins de 28 heures par semaine. Pourquoi cette particularité? Ceux-là cotisent à l'IRCANTEC, donc prive la CNRACL d'une ressource potentielle qu'on évalue, nous, à 290 millions d'euros. Bon, ce n'est pas une paille, déjà 290 millions qui pourraient venir en déduction de la cotisation appelée. Donc ce que nous proposons, c'est que tous les agents territoriaux, fonctionnaires territoriaux, cotisent à la CNRACL. Particularité du régime CNRACL, c'est que la majoration de pension au-delà du 3e enfant, là où d'autres régimes ont des compensations par la Caisse nationale des allocations familiales, eh bien, pour la CNRACL, ce n'est pas mis en place. Si on avait cette compensation-là, c'est 1 milliard d'euros qui pourrait entrer dans la caisse de la CNRACL. Sur la question des pensions d'invalidité, les autres régimes bénéficient d'une compensation par la CNAV. Eh bien, ce n'est pas le cas pour la CNRACL. Et si justement c'était mis en place, ce serait 280 millions d'euros qui pourraient venir dans la caisse de la CNRACL. En fait, pourquoi cette démonstration? C'est que si on additionne ne serait-ce que déjà ces 3 mesures entre elles, on est déjà au-delà de la cotisation annuelle supplémentaire appelée pour les collectivités. Donc actuellement, ce débat-là, nous l'avons avec le gouvernement, il n'est pas entendu. Il y a pourtant une mission complémentaire qui a été demandée et c'est donc tout le travail que nous cherchons à faire collectivement pour convaincre le gouvernement qu'il y a un autre chemin possible. Et pour en finir, parce que j'ai déjà été très long,
comme nous travaillons en très étroite collaboration avec la délégation du Sénat, nous avons une règle avec Bernard Delcros. Nous nous sommes entendus à dire, eh bien, ça serait bien que nos deux délégations travaillent ensemble. Eh bien, on se répartit le travail. Nous, on a travaillé sur la CNRACL. J'ai partagé ce travail avec la délégation sénatoriale et je laisserai son président vous dire ce qu'il en pense, tout comme lui a engagé d'autres travaux qu'il viendra défendre à la délégation à l'Assemblée et qui nous permettra collectivement de faire avancer les sujets de nos collectivités. Merci beaucoup, monsieur le député. Monsieur le sénateur, c'est à vous. Merci. Mesdames, Messieurs, si vous avez devant vous aujourd'hui les deux présidents de délégation aux collectivités territoriales et la décentralisation de l'Assemblée nationale et du Sénat et les associations d'élus rassemblés, c'est que le sujet dont on parle aujourd'hui, celui de la CNRACL, est de la première importance. C'est un sujet qui est, avec les dispositions qui sont prévues, qui est lourd de conséquences pour les collectivités locales. Je donne quelques chiffres. À travers ce qui est prévu, c'est une contribution des collectivités locales, progressive sur 4 ans, mais au bout du compte, de 4,5 milliards d'euros par an qui est demandée aux collectivités. Pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, 4,5 milliards d'euros, la dotation d'équipement des territoires ruraux, qui permet dans tous les territoires de France, en ruralité, de pouvoir construire des micro-crèches, rénover des écoles, mettre aux normes les stations d'épuration, améliorer le cadre de vie des habitants, c'est 1 milliard d'euros. La dotation d'équipement des territoires ruraux totale, c'est 1 milliard d'euros. Et là, on prévoit de demander une contribution annuelle de 4,5 milliards d'euros aux collectivités. Et donc, je veux d'abord saluer le travail, Stéphane Delotrette l'a rappelé, qui a été mené à l'Assemblée nationale. Il y a aussi d'autres travaux qui sont conduits par les inspections. Également la Cour des comptes qui s'est intéressée à ce sujet. Le constat, il est partagé. Et comme l'a rappelé Stéphane Delotrette, il est venu présenter ses travaux à la délégation du Sénat. Et donc, moi je voudrais insister sur quelques points en complément de ce qu'il a dit. Premièrement, sur la forme. Ces 4,5 milliards d'euros qu'on impose, que vont subir les collectivités, de charges supplémentaires, sans qu'il y ait eu de réelle concertation et sans qu'il y ait eu de débat au Parlement. Certes, cette décision relève du réglementaire, mais une décision qui relève du réglementaire n'empêche pas d'avoir un débat, merci beaucoup pour l'eau, n'empêche pas d'avoir un débat au Parlement. Donc, ces 4,5 milliards qu'on vient chercher dans les collectivités sans débat au Parlement et sans réelle concertation avec les élus locaux. C'est une augmentation des cotisations employeurs qui ne s'est jamais vue dans l'histoire des retraites. Plus de 40% par rapport à la situation précédente. Sur le fond, le pire, j'ai envie de dire, c'est qu'on impose 4,5 milliards de dépenses supplémentaires aux collectivités sans résoudre le problème de fond. On ne résout pas de manière pérenne la question du déficit de la CNRACL. Puisque le déficit prévu à échéance 2030, on est déjà à 10 milliards. Ça veut dire que là, on prend des mesures, excusez l'expression, un peu à la va-vite, en tous les cas de court terme, en laissant à d'autres le soin de régler le problème. Donc, pour nous, ça n'est pas acceptable. La cause du déficit de la CNRACL, qui a été longtemps excédentaire, qui a contribué, ça a été dit, qui a contribué à hauteur de 100 milliards d'euros sur plusieurs décennies à absorber le déficit des autres caisses, on les connaît, elles sont bien connues. C'est évidemment, comme dans toutes les caisses de retraite, le rapport démographique, il est connu. Mais c'est aussi d'autres mesures. Alors qu'on est déficitaire, la CNRACL continue à contribuer à une sorte de fonds de solidarité, le fonds de la compensation interrégime qu'on appelle. Elle est déficitaire, mais elle continue à contribuer à ce fonds. Et puis un certain nombre de sujets qu'a rappelé Stéphane Delotrette, sur lesquels je ne reviens pas. Donc très franchement, pour nous, ce n'est pas acceptable. Pourquoi demander une participation qui ne s'est jamais vue, 4,5 milliards d'euros aux collectivités, alors qu'on ne répond pas sur le fond au sujet et que ce problème, d'ici quelques années, il va se reposer. Donc on ne règle pas le problème dans la durée. Et donc, sans revenir évidemment sur les propositions faites par l'Assemblée que nous partageons, et ça c'est aussi une force de notre démarche,
les deux délégations aux collectivités territoriales, les associations d'élus sont sur la même ligne. Nous partageons les propositions qui sont faites qui apporteront des réponses dans la durée à la question du déficit de la CNRACL. En tous les cas, dans l'immédiat, on s'est concerté évidemment avec mon homologue de l'Assemblée nationale. J'ai déposé des amendements au PLFSS dont l'examen commence cette semaine au Sénat. D'abord pour gommer les disparités qui existent entre la CNRACL et les autres régimes de retraite. Il a bien rappelé, vous avez aujourd'hui des dépenses qui, pour la CNRACL, lui incombent et pour les autres régimes de retraite, sont prises en compte par d'autres organismes. Par exemple, tu l'as rappelé, la majoration de 10%, la majoration de 10% des retraites des personnes, troisième enfant, bien connues dans tous les régimes. Cette majoration de 10%, dans les autres régimes de retraite, régime général, régime agricole, elle est prise en charge par la Caisse nationale d'allocation familiale. Eh bien, pour la CNRACL, non. Elle est prise en charge par la CNRACL, c'est 1 milliard d'euros, tu l'as rappelé, ça n'est pas rien. De même, c'est quand même incompréhensible, les temps partiels en dessous de 28 heures, on n'est pas loin d'un temps plein. Les temps partiels en dessous de 28 heures, eh bien non. La cotisation, ce n'est pas pour la CNRACL, c'est pour l'IRCANTEC. On se demande pourquoi. Donc j'ai aussi déposé un amendement pour à la fois gommer les disparités avec les autres régimes de retraite, mais aussi pour permettre, pour atteindre l'objectif, que même à moins de 28 heures, eh bien, les cotisations soient versées à la CNRACL. Et puis, comme on est dans l'urgence, j'ai aussi déposé, mais tout ça, encore une fois, on le fait de concert, en accord, les deux délégations, plus les associations d'élus, et c'est important qu'on ait ce travail entre les associations d'élus et les parlementaires, si on veut être efficace et aboutir. J'ai proposé, dans l'attente, puisque les inspections continuent le travail sur ce sujet, dans l'attente qu'on puisse renforcer la concertation et stabiliser des propositions qui résoudront la question de manière durable, j'ai proposé une suspension de la contribution de la CNRACL pour 2026 qui s'établit à peu près à 1,3 milliard. En gros, l'idée LSM, c'est de dire, attendez, on voit que ce n'est pas possible, on va demander 4,5 milliards, on ne résout pas le problème, il y a des propositions qui sont faites, prenons le temps avec le gouvernement d'étudier ces propositions et de mettre cela sur les rails. Dans l'attente, on suspend la contribution de la CNRACL à hauteur de 1,3 milliard d'euros. Voilà, résumé très vite pour ne pas dépasser mon temps de parole aussi. En tous les cas, vous l'avez compris, nous sommes tous en ligne, associations d'élus, les deux délégations, les parlementaires, pour essayer de trouver des solutions durables à cette question de la CNRACL, sans pénaliser à ce point les collectivités territoriales qui contribuent déjà au redressement des finances publiques et qui ont besoin de poursuivre leurs investissements dans les territoires. Je vous remercie. Merci, messieurs les parlementaires. Donc, vous l'avez compris, on va être dans la pédagogie répétitive parce que c'est extrêmement important. On vous a posé le contexte, on vous a indiqué les solutions que nous partageons avec l'ensemble des associations, mais je vais laisser la parole, bien évidemment, parce que le bloc local a souvent fait force ensemble et surtout au sein de la coordination des employeurs territoriaux. Donc, je vais laisser la parole à Philippe Laurent, qui est également président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à Chantal Ganch, qui représente l'Association des maires ruraux de France, et à Francis Vigourou, qui représente la PVF, pour continuer à vous expliquer pourquoi on ne peut pas accepter aujourd'hui cette augmentation du taux de cotisation. Bien, mesdames et messieurs, je ne vais pas évidemment redire ce qu'ont fort bien dit les prédécesseurs ici à cette tribune, mais vous dire que cette réunion, bien sûr, elle porte sur la CNRACL et sur un sujet qui est vraiment très important pour nous, à la fois sur le plan financier, mais aussi sur un sujet de principe. Et aujourd'hui, nous sommes ici donc tous rassemblés, mais je voudrais ajouter aussi les prises de position de l'Association des départements de France, de Régions de France, qui sont aussi soumis à la même question, et aussi de la Fédération hospitalière de France, qui sont en accord total avec ce que nous disons aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, la CNRACL est aussi, n'est-ce pas, Serge Chantal, la caisse de retraite des agents hospitaliers de la Fédération de la fonction publique hospitalière. Elle a d'ailleurs été créée d'abord pour l'hospitalier, et ensuite la territoriale a rejoint. Et c'est très important de vous dire cela et d'avoir organisé aujourd'hui cette rencontre, parce que ça montre l'unité d'action
qui n'est pas vrai que sur cette question-là, sur beaucoup d'autres questions, entre l'ensemble des associations d'élus concernant donc, la gestion de la fonction publique territoriale à travers donc, la coordination des employeurs territoriaux, qui a d'autres combats et d'autres victoires, n'est-ce pas, cher Emmanuel, et de vous montrer aussi, et ça c'est vraiment tout à fait nouveau, et je les en remercie vraiment, le travail maintenant en commun qui est fait en permanence, en continu, sur ces questions de fonction publique territoriale, mais aussi sur d'autres questions financières, etc., avec les deux délégations aux collectivités territoriales de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc je remercie vraiment leur président aussi d'être présent. Je trouve que ça montre que ces sujets sont en train de monter, que nous sommes en train de nous organiser, j'allais dire enfin, parce que voilà, on attendait ça depuis longtemps, de nous organiser pour faire valoir en effet les intérêts de nos collectivités locales, non pas les intérêts des collectivités locales, les intérêts des habitants de nos collectivités locales que finalement nous représentons aussi à travers tout ça. Vous dire aussi que sur la CNRACL, je me souviens avoir invité le président Domézel, président historique de la CNRACL, à s'exprimer devant le Conseil supérieur, c'était avant le Covid, pour nous parler un peu des perspectives de la CNRACL. Il l'avait fait et il avait dit exactement ce qui est en train de se passer. En tout cas, en termes de dégradation du régime, en mettant l'accent sur ce qui a été dit, sur les contributions obligatoires au titre de ce qu'on appelle la compensation démographique, que la CNRACL devait et continue à verser aux autres régimes. Et donc, Claude Domézel avait dit ça. Il l'a dit au conseil d'administration de la CNRACL, dans lesquels d'ailleurs nous sommes aussi, nous employeurs territoriaux, représentés. Ça s'est dit dans des vœux du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et ça n'a eu aucun effet. Quand même un petit effet, parce qu'on a fini par obtenir que le gouvernement donne une lettre de mission aux inspections générales pour faire le rapport dont il a été question. Ça a fini par obtenir. Mais il faut savoir, alors je n'ai plus les dates exactes en tête, mais nous avons entendu à peu près 8 mois, me semble-t-il, avant que ce fameux rapport soit publié. Il existait. Il se trouve que je connaissais personnellement le chef de file de la mission, hein, M. Trupin, et je lui disais, mais il sort quand le rapport? Il me dit, c'est ça, c'est le gouvernement qui doit le faire sortir. Et je crois que c'est 8 mois. On a attendu 8 mois. C'est vous dire le caractère sensible du dit rapport que, naturellement, nous avons découvert, pas totalement, parce qu'il y avait eu quelques fuites, enfin, en tout cas, quand il a été rendu officiel. Voilà. Et lorsque ce rapport est sorti, nous avons en effet immédiatement, et puis la délégation de l'Assemblée nationale et du Sénat l'ont fait aussi, dit mais il y a d'autres solutions, enfin il n'y a pas d'autres solutions, il y a des solutions complémentaires. On n'est pas obligé de faire que l'augmentation des taux. Parce que vous savez, pour l'administration centrale, faire une augmentation de taux, c'est très facile, c'est un décret. C'est un décret qui fait 10 lignes. Voilà, le taux est porté à temps à partir du 1er janvier 2026. À temps 1er janvier 2026. C'est très facile à faire. C'est très facile. Il n'y a pas d'effort. On ne remet rien en question. On ne se pose aucune question. Et donc, cette façon de faire, ça, nous ne pouvons pas, évidemment, l'accepter. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons demandé, l'ensemble des employeurs territoriaux et également la Fédération hospitalière de France, dans une réunion au sommet, si je puis dire, qui était présidée par le directeur de cabinet du Premier ministre de l'époque. Le Premier ministre de l'époque, c'était François Bayrou. Nous avons demandé qu'une nouvelle étude, une étude complémentaire soit lancée, une mission complémentaire soit lancée, pour faire le point sur l'ensemble du système de retraite auquel sont soumises les employeurs territoriaux et hospitaliers et évidemment leurs agents. Parce qu'il n'y a pas que la CNRACL. Parce que nous cotisons aussi à l'IRCANTEC pour les contractuels. Nous cotisons au régime général, d'ailleurs pour les contractuels, l'IRCANTEC pour la retraite complémentaire des contractuels, et puis nous cotisons aussi au RAFP. Et tout ceci, on ne voit absolument pas clair dans les flux financiers qui concernent à la fois les collectivités territoriales et leurs agents et les hôpitaux et les hôpitaux et leurs agents. On ne voit pas clair du tout. Donc ce rapport, il est en cours de rédaction. Il devrait être présenté par la mission fin d'année ou début d'année prochaine. Ça sera assez rapide. Hein, ouais, il avait dit, mais je pense que ça ne sera pas le cas. Mais enfin, voilà. Voilà. Et donc, nous attendons aussi de ce rapport une réflexion de fond sur le système dans lequel nous fonctionnons. Sans doute qu'il faudra certainement augmenter
les cotisations des employeurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pas dans ces conditions-là. Pas sans avoir fait le tour de l'ensemble des sujets qui concernent la CNRACL, qui ont été parfaitement décrites par Stéphane Delautrette voilà, il y a un instant, enfin, notamment les trois, mais il n'y a pas que ça, hein, il y a plusieurs mesures, il y a d'autres choses à faire, et puis par Bernard Delcros. Et donc nous avons vraiment la volonté d'aller au fond des choses sur ce dossier et de ne pas accepter de manière comme ça passive cette augmentation de cotisation qui donc crée une obligation de dépenses supplémentaires à terme en 2028 de 4,5 milliards, hein, Bernard l'a dit, 4,5 milliards. Et il a bien fait de faire la comparaison avec les dotations d'État à l'investissement. Hein. Voilà. Donc, encore une fois, merci à toutes et à tous d'être présentes pour cette conférence de presse. Et puis aussi me réjouir vraiment de cette coordination, si je puis dire. Maintenant, on va au-delà de la coordination des employeurs territoriaux, c'est la coordination des employeurs et du Parlement pour défendre les collectivités locales de France. Oui, merci Philippe. Donc, je crois que je ne vais pas parler du versant politique, mais la CNRACL, c'est aussi de l'humain derrière. Et ce sont des agents. Et aujourd'hui, que ce soit dans le monde hospitalier, dont je viens, donc je suis une retraitée CNRACL, donc je connais bien le sujet, et également au niveau territorial. Aujourd'hui, ce sujet, puisque ce mot retraite qu'on entend tous les jours, maintes fois à la télé, à la radio, partout, le mot retraite. Donc les agents aujourd'hui, ils s'inquiètent. C'est une inquiétude pour les agents, parce qu'on ne sait pas, si je peux me permettre, à quelle sauce on va être mangé, aussi bien les retraités que ceux qui sont pour être retraités. Donc si on est en train de créer quand même une forme de climat assez anxiogène, et dans les circonstances actuelles, ce n'est pas la peine de l'augmenter. Donc je crois qu'effectivement, cette réunion, avec cette solidarité qu'on a tous entre nous, c'est aussi pour répondre à tous ces agents des services publics, leur donner aussi une vision pour le lendemain. Il faut savoir aussi que la CNRACL, elle offrait aussi au niveau social de nombreuses prestations qui aujourd'hui, vu l'état de ses finances, ont été complètement supprimées, qui pénalisent quand même effectivement les plus bas salaires. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier dans notre démarche tout ce volet humain, tout c'est pour l'hospitalière, c'est alors pas 2 millions d'agents puisqu'ils ne sont pas tous titulaires plus de 28 heures, mais c'est aussi la question se pose, on se l'est posée. Est-ce que les employeurs auront tendance à vouloir dire, si la CNRACL continue à avoir une augmentation, est-ce qu'on va plutôt en faire de l'emploi contractuel, qui de toute façon posera également d'autres problèmes? Donc je crois que dans notre discours aujourd'hui, et cette solidarité qu'il faut quand même bien noter et bien affirmer, quelles que soient les strates de nos collectivités, quelle que soit la strate, parce que nos agents méritent toute notre attention et tous nos combats. Alors vous avez annoncé, tu avais annoncé Francisque Vigouroux, mais il a dû malheureusement partir pour la PVF, mais je peux vous dire qu'il n'est pas parti parce qu'il n'était pas d'accord. Il est parti parce qu'il avait une urgence, mais la PVF est évidemment totalement présente ici aussi. Merci, on va continuer, vous l'avez compris, parce que Emmanuel Rousset va réexpliquer aussi les conséquences pour France urbaine. On a également Sébastien Miosek pour Intercommunalité de France et Jean-François Debat aura l'honneur pour Ville-de-France de nous conclure, mais pas que pour Ville-de-France. Vous l'avez compris, on parle collectif aujourd'hui. Allez, je vais commencer. Alors, du côté de France urbaine, évidemment, on joue collectif parce qu'on est membre de la coordination des employeurs territoriaux et c'est vraiment une démarche du bloc local dans sa globalité. Juste dire, ça a été déjà dit plusieurs fois, 12 points, c'est 40%, 40%. On a vu des projets de bus affrétés vers Paris pour moins que ça du côté des employeurs du privé. J'imagine si on avait transcrit ça pour la fonction, pas la fonction publique justement, mais les employeurs du privé, je pense que le MEDEF en tête pouvait être force de proposition pour quelques manifestations où en tout cas ça se serait entendu un peu plus que nous. C'est vrai que la charge va peser, elle va peser aussi, quelle que soit l'évolution. C'est-à-dire qu'on nous a fait cadeau d'une année, entre guillemets, de lissage supplémentaire, mais à l'arrivée en 2028, c'est bien ce montant-là qui sera là. Ce qui est important,
Ça veut dire qu'on peut éventuellement serrer la cravate un peu plus rapidement ou pas. Dans tous les cas, c'est l'asphyxie des capacités à faire de nos collectivités. C'est aussi des enjeux d'attractivité, puisque au-delà de ce que disait Chantal sur l'angoisse qui peut être légitime du côté de nos agents, c'est aussi la question des rémunérations demain. C'est des budgets qui vont vers l'augmentation des charges pour la cotisation retraite. C'est autant qu'on ne peut pas mettre évidemment dans le service public local, mais aussi dans l'amélioration des rémunérations de nos agents et nos agentes. Et on sait bien combien les rémunérations, particulièrement du côté des catégories C, sont nécessaires car elles se sont bien tassées et sont en décrochage. On voit aussi qu'aujourd'hui, la cotisation prévue, elle est d'une augmentation jusqu'à 12 points. Or, la Cour des comptes le dit, ce n'est pas 12 points qu'il faudrait, c'est 18. Alors imaginez qu'on revienne encore, si on ne change aucune modalité structurelle par ailleurs, les 18 points, je ne vois pas du tout comment on peut les aborder. Et puis pour finir, un point qui est important aussi, c'est la question de la concurrence entre deux régimes, celui des titulaires et celui des contractuels. Aujourd'hui, un agent, la charge sur un agent public contractuel est un petit peu plus forte que sur un agent public titulaire. Demain, c'est vraiment l'inverse, puisque c'est plus de 140 € par mois de différence, rien que sur les charges, à salaire brut constant, qui seront du côté des titulaires. Et nous sommes très attachés au statut. Et indépendamment de ce qu'on peut penser, parce qu'on est dans une logique transpartisante et il peut y avoir des débats sur la question du statut, pour autant, rien que pour les DRH, gérer deux statuts en parallèle, avec la question des titulaires d'un côté qui ont leur déroulé de carrière, la question des contractuels qui, demain, est amenée à prendre plus de place si on est aussi dans ces questions-là, en termes d'équité dans des équipes, en termes de moyens de gestion, puisque ça veut dire qu'il faut se spécialiser aussi sur des modalités d'accompagnement des agents qui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est un surcoût important et c'est aussi un manque de lisibilité à un moment où déjà la fonction publique territoriale n'est pas perçue toujours comme lisible en termes d'accès, en termes de déroulé de carrière. Donc c'est des effets induits au-delà évidemment de ce qui a été dit sur les capacités d'agir du service public local, mais aussi dans les modalités de gestion, d'attractivité et de solidarité aussi en interne pour nos agents. Donc cette rupture des équilibres entre le coût, entre guillemets, d'un agent territorial contractuel ou titulaire, c'est pas anodin non plus dans ce qui s'annonce pour nous dans les années à venir. Et je vais laisser les collègues compléter. Merci Emmanuel. Bonjour à toutes et tous. Au nom d'Interco-de-France, donc Sébastien Mignocet, que je suis président délégué. J'excuse Thomas Fromentin, l'élu d'Interco-de-France, qui est partie prenante de la coordination des employeurs territoriaux et qui ne pouvait pas être là pour cette conférence de presse. Donc je m'associe évidemment aux propos de nos collègues de la coordination. On va remercier nos deux parlementaires de s'associer à notre démarche collective d'association d'élus pour défendre ce sujet. Comme beaucoup a été dit, deux, trois points sur lesquels je veux revenir ou insister ou ajouter. On a dit à plusieurs reprises, Emmanuel vient de le dire à l'instant, n'importe quel employeur privé aurait subi, on lui annoncerait 40% de hausse sur 4 ans, serait vent debout. On a déjà subi, de fait, 4 points l'année dernière, 1 point l'année d'avant qui a été compensé une année mais qui ne l'est plus. Donc c'est déjà entre 10 et 15% de cotisations supplémentaires employeurs qu'on supporte d'ores et déjà. Et notre revendication, aussi dure soit-elle, elle est somme toute assez modeste, c'est d'arrêter là. Et donc, c'est déjà énormissime ce qu'on a eu à subir. Et ce qui est devant nous est encore plus important. Et c'est pour ça qu'on fait front commun pour le dénoncer. Pour ce qui concerne les intercommunalités pour lesquelles je prends la parole, c'est d'autant plus impactant que la dynamique de croissance de la masse salariale dans les intercommunalités est plutôt plus forte que la moyenne, ce qui nous est régulièrement reproché. Mais parce qu'on développe des services pour nos territoires en lien avec nos communes. Mais en plus, quand ça s'additionne à la hausse des cotisations, forcément, on a une masse salariale qui est aussi dynamique et qui est, quand on ajoute tout ça aux mesures du projet de loi de finances de cette année et ce qu'on a pu avoir à absorber les années passées, est évidemment de nature à étrangler financièrement nos collectivités. Et puis je rajouterai un dernier point sur la question du statut.
On fait tout ça aussi pour valoriser et défendre le statut de la fonction publique territoriale. Ça a été dit par plusieurs intervenants. Aujourd'hui, alors les intercommunalités, notamment un peu plus que la moyenne, on recrute beaucoup de contractuels. Je crois qu'aujourd'hui, en termes de nombre de recrutements, on est à peu près à moitié-moitié, ce qui est extrêmement significatif. Les intercommunalités, notamment du fait des métiers sur lesquels on recrute, on recrute encore un peu plus de contractuels que la moyenne. Et on ne veut pas que, pour pouvoir sauver un régime, en augmentant les cotisations, ça vienne inciter encore plus les employeurs territoriaux à recourir encore plus au recrutement d'agents de la filière contractuelle. Ce serait vraiment jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc merci d'organiser cette parole commune au sein de la conférence des employeurs territoriaux et de nous associer aujourd'hui avec les parlementaires pour dire tous ensemble non à la hausse du taux de la CNRACL. Merci. Alors il me revient de conclure. Jean-François Debat. Je suis président délégué de Ville-de-France, mais aussi à France Urbaine. Et nous sommes tous dans la maison commune de l'AMF. Comme il me revient de conclure, je vais juste faire un récapitulatif avec quelques trucs chocs. 100, c'est le nombre de milliards qui nous ont été piqués, qu'on nous a demandé de mettre dans la solidarité avec les autres régimes de retraite depuis 25 ans. 100. 2, c'est le nombre de milliards qu'on continue de verser tous les ans au titre de la solidarité inter-régime, alors même qu'il y a du déficit. 40, c'est le nombre de pourcents d'augmentation de la cotisation employeur sur 4 ans. Et comme cela a été dit à diverses reprises, ceci est à la fois unique et totalement insupportable. Et 4,5 en milliards, ce que ça va coûter en plus par rapport à l'année dernière, à l'ensemble des employeurs publics de la CNRACL, ce qui est évidemment complètement hors de proportion avec la situation budgétaire des finances publiques, les nôtres, et au passage, messieurs les parlementaires, avec les perspectives budgétaires du projet de loi de finances pour 2026, qui comprend d'autres mesures qui viendraient s'ajouter, si vous les votiez, mais vous n'allez pas le faire, à la ponction qui nous est imposée avec la CNRACL. Et le tout, pourquoi ? Pour ne pas régler le problème. Et la force et la particularité, finalement, de cette rencontre et de cette expression, de ce coup de gueule, c'est que nous, associations d'élus, ne sommes pas les seuls, puisque les 2 délégations aux collectivités territoriales du Parlement, du Sénat et de l'Assemblée, disent aussi que finalement, si je résume le propos, il est beaucoup plus policé parce qu'ils sont parlementaires, ils se doivent de l'écrire avec un peu plus de doigté que ce que je vais dire. On va dans le mur en klaxonnant et on nous demande d'accélérer encore. Mais c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'on nous envoie dans un jeu dont on sait qui va être délétère pour nous, qu'il va dégrader les conditions d'emploi et même d'employabilité, c'est-à-dire de capacité pour nous à recruter des agents fonctionnaires, sans régler le problème de la CNRACL. Et la conclusion, elle tient en un mot, stop. Stop. Il faut arrêter ce processus fou. Et c'est ce que nous sommes venus demander, avec la force que nous confère notre parole auprès de vous et auprès donc du public pour la faire comprendre, mais aussi avec la force que confère l'engagement dans un rapport écrit des 2 assemblées parlementaires. Nous espérons que les pouvoirs publics, le gouvernement, pourra l'entendre, sachant que, aussi curieux que ça puisse paraître, cette mesure a été prise par décret. Mais ce qu'un décret a fait l'année dernière, un décret peut le défaire. Et nous demandons, alors ce n'est pas parce que nous sommes, on est fanats de ce mot, mais la suspension. C'est-à-dire, stop, il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter cette mécanique si on ne veut pas finalement que nous finissions tous dans le mur, nos agents et nous-mêmes. Voilà le résumé avant de repasser la parole à Muriel qui, pour l'AMF, a engagé, je pense, les questions-réponses. Absolument, merci. Et je vous invite, puisque nous allons passer aux questions-réponses, à être tous derrière pour pouvoir continuer à montrer notre élan collectif et à montrer qu'on fait force. Mesdames et messieurs les journalistes, c'est à vous.
il y a une question là. Madame Ramelot. Bonjour, Odile Romelot pour AEF Info. Ce qui me surprend, c'est que vous n'arriviez pas à obtenir l'écoute du gouvernement sur cette question, alors qu'il y a d'anciens élus locaux, l'ancienne présidente de la délégation collectivité territoriale du Sénat. Pourquoi est-ce que ce message n'arrive pas à passer dans les oreilles du gouvernement? Je pense que la question est peut-être à leur poser directement. Parce que je pense qu'on a été suffisamment clair, on l'a dit, on le répète. On l'a dit au niveau de nos associations individuellement, on l'a redit collectivement, on l'a dit ensemble, Philippe Laurent l'a rappelé avec les employeurs hospitaliers, on le dit aujourd'hui avec nos parlementaires qui l'ont redit aussi de manière très, très précise. Je pense qu'on s'adresse nous aussi aujourd'hui au gouvernement et on lui pose la question, pourquoi vous ne nous entendez pas sur cette question-là? Alors moi, je veux bien apporter un complément de réponse. C'est que très sincèrement, je pense que le gouvernement précédent, puisque c'est le gouvernement précédent qui a mis en place la mesure par décret, ça vous a été rappelé, a choisi la simplicité. Il n'y avait rien de plus facile que de dire, écoutez, il y a un déficit, on augmente les cotisations, c'est plus facile, ça ne coûte rien directement à l'État, on va faire payer les collectivités dont ils considéraient déjà qu'elles étaient trop riches puisqu'ils avaient plein de mesures en plus, ça a été dit par Jean-François Debat, qui consistait à en plus venir chercher d'autres recettes. Donc c'est la solution de simplicité qui a été recherchée. Pourquoi je dis simplicité? Tout simplement parce que quand on appelle à des compensations par la CNAV. Moi, j'ai eu ce débat, j'ai cherché à avoir ce débat-là dans le PLFSS avec le gouvernement. Le gouvernement vous dit, ah oui, mais non, attention, ce n'est pas des économies pour nous, parce que ces flux financiers de la CNAV vers la CNRACL, on considère quelque part que c'est une dépense pour l'État. Donc on préfère que ce soit les collectivités qui l'assument elles-mêmes plutôt que d'avoir ces flux financiers. Sauf que moi, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que parce qu'on aura quelque chose de cohérent entre les régimes déjà de retraite, que ce sera un peu plus acceptable pour tous, parce que personne ne comprend ces différences d'un régime à l'autre sur les compensations. Et c'est parce qu'on aura trouvé des solutions pérennes pour la CNRACL que peut-être on pourra aborder différemment les discussions entre collectivités et gouvernement sur la question plus globale de la contribution à l'effort national, etc. Mais tant qu'on n'aura pas réglé les choses autrement, moi je pense qu'on reste dans l'impasse. Voilà moi l'analyse que j'en ai. Et peut-être en complément, si je peux me permettre, on va voir très vite la position du gouvernement, puisque j'ai déposé des amendements au Sénat dans le cadre de l'examen du PLFSS. Je les ai rappelés tout à l'heure rapidement. Pas pour tout bouleverser, mais au moins pour obtenir un certain nombre d'avancées dès cette année. Donc il y aura un débat au Sénat sur le sujet. On va voir quelle est la position du gouvernement. Et parmi, il me semble qu'on ne l'a pas évoqué, mais peut-être le rajouter, parmi les solutions possibles, parce que ça existe pour les autres systèmes de retraite, c'est que tous les autres systèmes de retraite bénéficient d'une fiscalité affectée, d'une part de fiscalité. Par exemple, le régime général bénéficie de 13,5% de ses recettes, c'est de la fiscalité affectée, ce qui n'existe pas pour la CNRACL. Ça fait partie des propositions que tu fais. Donc tout ça pour dire que, pour répondre à votre question, on arrive au moment où on va être en débat avec le gouvernement sur ce sujet, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de débat, mis à part des rencontres internes. On va voir quelle est la position du gouvernement. Mais très franchement, alors demain ou après-demain, mais en tous les cas, moi je ne désespère pas que finalement ces propositions avancent et que puisse être trouvée une solution qui évite de ponctionner 4,5 milliards d'euros par an aux collectivités locales. Bonjour, Thomas Gropalo pour l'AFP. Moi, j'avais une question sur les conséquences concrètes que ça provoque déjà sur les finances des collectivités. Qu'est-ce qui vous remonte du terrain? Quels choix sont faits ou justement où on retire de l'argent et quelles conséquences ça a très concrètement sur le service public aujourd'hui? J'allais dire, on pourra répondre pour tout le monde, mais bon, dans une ville de un peu moins de 50 000 habitants, une agglomération de 140 000, ça veut dire déjà que, nous ne pouvons pas consacrer ces sommes au maintien du pouvoir d'achat d'une partie de nos agents. Nous avons des discussions avec eux annuellement, nous on passe des protocoles tous les 2 ans, sur la garantie de pouvoir d'achat. Quand le point d'indice est bloqué, la seule évolution de pouvoir d'achat de nos agents, c'est le glissement annuel, et c'est le régime indemnitaire que l'on peut leur servir en complément. Eh bien, ça fait autant de marge en moins. Moi, pour ma part, c'est 500 000 euros
qui partent en cotisation et qui ne peuvent pas permettre d'améliorer le pouvoir d'achat. Et puis ça ne permet pas non plus de les consacrer à d'autres éléments de protection sociale complémentaires qui sont aussi des enjeux pour un certain nombre de nos agents, dont on parlait tout à l'heure entre nous. Protection sociale complémentaire sur, par exemple, la garantie de ressources en cas d'accident du travail. Et le dernier élément, c'est que oui, subrepticement, ça amène nos directeurs généraux à dire que si on a un contractuel, on peut le payer un peu mieux sans que ça nous coûte plus cher. Et du coup, ça a un effet pervers, finalement, qui est totalement injustifié, pour le coup, de nous désinciter nous inciter plutôt à aller regarder d'autres formats juridiques. Comment on peut gérer des équipes et des recrutements si, en fait, il y a un biais dans la tête qui est, si on prend un tel qui est sur tel statut, on pourra peut-être le garder un peu plus longtemps parce qu'on pourra le payer un peu plus, parce qu'il nous coûtera un peu moins cher. Donc ça c'est pas acceptable en termes d'égalité de traitement de nos propres agents. Voilà un peu les conséquences, en tout cas, de ma fenêtre, qui est celle que je vous ai exposée tout à l'heure. Oui, et puis alors d'une manière plus générale, parce que la question que posait M. Gros-Palot, en réalité, nous l'avons finalement abordée hier et ce matin encore dans un autre débat. Je vois Antoine Homé, là, qui est au fond de la salle, qui est coprésident de la Commission des finances et de fiscalité de l'AMF. On l'a abordé en essayant d'analyser les conséquences éventuelles du maintien des dispositifs et des dispositions financières et fiscales qui figurent dans la loi de finances, dans le projet de loi de finances initial pour 2026. Le gouvernement a annoncé 4,6 milliards, 4,7 milliards, mais en réalité c'est beaucoup plus. Parce que dans ces 4,6 milliards, 4,7 milliards, il n'y a pas le 1,3 milliard, 1,4 milliard de la CNRACL, il n'y est pas. Voilà. Donc en réalité, l'année prochaine, si les choses, enfin au pire, nous avons donc une perte de recettes ou une augmentation de charges, indépendamment de tout ce que nous pouvons faire et décider nous-mêmes, qui est de l'ordre de 7 à 8 milliards d'euros. C'est énorme, 7 à 8 milliards d'euros, c'est énorme. Et dans une ville moyenne, eh bien, ça fait diminuer la capacité d'autofinancement en 2 ans, parce qu'il y a déjà eu 2025 qui n'était pas terrible. S'il y a 2026 qui est encore mieux, encore pire, ça fait diminuer de 40 à 50% la capacité d'autofinancement. Parce que nous avons une capacité d'autofinancement, contrairement à d'autres acteurs. On a encore une capacité d'autofinancement qui nous permet d'autofinancer une partie des investissements et qui est un effet de levier aussi pour un éventuel endettement. Si on divise par 2 la capacité d'autofinancement, c'est très simple. La conséquence, c'est une division par 2, pas forcément l'année qui suit, parce qu'il y a de la rémanence dans l'investissement, mais dans les années qui viennent, division par 2 de l'investissement. Et moi, je voudrais vraiment attirer l'attention de tout le monde. On l'a fait hier, une conférence de presse spécifique sur les finances, mais redire que ce que nous faisons, nous, collectivités territoriales, les communes notamment et les intercommunalités qui sont souvent maîtres d'ouvrage, avec le soutien aussi des départements qui eux-mêmes ne peuvent plus continuer à nous soutenir comme ils soutenaient auparavant les communes et puis des régions, pareil, eh bien, ce travail, c'est pas... on a l'impression parfois que l'administration centrale considère que c'est du surplus. C'est du surplus. Mais non, si on ne le fait pas nous, personne ne le fera. Le réseau routier, c'est nous. Enfin, c'est nous les communes et les départements. C'est nous. L'État, c'est 1% du réseau routier. Tout le reste, c'est les communes et les départements. Et vous savez que le réseau routier, chez nous, en France, eh bien, se dégrade. On est passé du 2e rang, il y a une vingtaine d'années, de l'OCDE en termes de qualité de réseau routier, au 20e rang aujourd'hui. Au 20e rang. 20e rang. Donc il se dégrade. D'ailleurs, il suffit de circuler un peu, on voit bien cette dégradation. C'est pareil pour les bâtiments, c'est pareil pour la capacité que nous pouvons avoir à rénover thermiquement, notamment nos bâtiments publics. Enfin voilà. Et donc c'est dramatique ce qui est en train de se passer. C'est vraiment le sacrifice de l'avenir. Nous avons besoin donc que nos recettes soient stables, qu'il n'y ait pas de nouvelles charges, pour pouvoir continuer d'investir dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt des acteurs économiques aussi, qui nous le disent. Les entreprises sur les territoires, elles ont besoin aussi de ces infrastructures, elles ont besoin de tout ça. Voilà. Et donc là, on a vraiment une capacité, enfin nous devons tous ensemble, avoir cette capacité de conviction vis-à-vis du gouvernement, mais aussi
d'une partie de l'administration centrale qui a complètement ignoré et qui est dans son couloir et qui ne voit absolument pas la réalité de ce qui est fait sur le terrain. Oui, Romain Mazon de la Gazette des Communes. Pour poursuivre la première question qui a été posée, quel est votre degré d'optimisme sur votre capacité à obtenir les réformes structurelles que la situation exige, avec la SNRACL qui est en déficit mais contribue au régime général, et la dissociation Ircantec-SNRACL qui biaise forcément le débat à moyen terme. Donc c'est structurel ce dont vous avez besoin. Comment vous pensez obtenir ça d'un gouvernement là présent ou le prochain? Aujourd'hui, je pense que la réponse, vous l'avez là, c'est en étant ensemble, unis, et en parlant le même langage. Je pense qu'aujourd'hui, c'est notre force qui va pouvoir peut-être faire en sorte qu'on soit enfin entendu. Parce que la question de la CNRACL, c'est question d'une dépense en plus. Et donc, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Philippe, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas et nous demander et nous ponctionner nos recettes et nous continuer à nous demander de dépenser plus pour finalement moins de services publics, moins d'investissements et perdre aujourd'hui tout ce qui est le rôle fondamental d'une collectivité, c'est être au service de nos concitoyens en proximité. Donc aujourd'hui, oui, on a besoin d'une réforme structurelle, mais ce n'est pas la seule, vous le savez. Le Congrès aujourd'hui, on parle évidemment de la CNRACL, mais on peut parler des questions financières, on peut parler de la question de la décentralisation, on peut parler de la question du logement, on peut parler de la question de la santé. Il y a éminemment aujourd'hui d'enjeux importants pour les collectivités. Et ce que nous crions en fait aujourd'hui au Congrès, c'est un peu plus de liberté pour pouvoir agir. Et je pense que tout le monde en a conscience. Les parlementaires, les élus, évidemment, et nos concitoyens. Il ne manque plus que le gouvernement. Et puis, on souhaite aussi se mettre autour de la table pour trouver des réponses. C'est-à-dire que ce n'est pas juste non, on n'en veut pas. On sait que ce n'est pas la réponse et elle n'est pas suffisante comme réponse. Et comme l'a dit Philippe Laurent tout à l'heure, ce n'est pas de ne pas payer demain peut-être une augmentation raisonnable des cotisations retraite. C'est de se dire comment on peut garantir sur la durée pour que les agents aient de la visibilité, pour que nous, on ait de la visibilité, le juste montant qui est nécessaire à financer le régime de retraite de la fonction publique territoriale et de l'hospitalier. Et donc c'est bien en se mettant autour de la table, en prenant les propositions qui ont été faites par les uns et les autres, il y a eu quand même beaucoup de rapports, de propositions, en les étudiant sérieusement, et c'est ça, c'est dans une logique constructive en fait, c'est de se dire, banco, on croit en l'intelligence collective, on voit bien qu'ensemble, ça produit des choses, on a aussi eu des avancées collectives en s'alliant ensemble, et mettons-nous autour de la table, travaillons, et après on pourra voir quelle forme ça peut prendre. Excusez-moi, juste le ministre, le nouveau ministre vous a apporté son soutien, sa compréhension ou... La coordination, on le voit bientôt. Bon, moi je voudrais bien juste... moi je vous confirme que je ne sais pas si on peut parler d'optimisme. En tout cas, notre unité, notre ténacité est certainement les meilleures armes dont nous disposons aujourd'hui pour faire progresser le sujet. Moi je voudrais juste revenir sur un autre aspect qu'on n'a pas abordé et sur les conséquences possibles. Je pense qu'à terme c'est une réelle menace sur la fonction publique territoriale. Réelle menace parce que, vous savez, à force de contraindre les collectivités, ça a été évoqué, il y a la possibilité qui sera peut-être une obligation, arrivera un moment, de recourir plus facilement à du contractuel qu'à du titulaire, compte tenu du niveau de cotisation et de la possibilité de ce fait de mieux rémunérer et d'avoir aussi cette attractivité voulue, parce qu'on a un réel problème d'attractivité dans la fonction publique. Mais l'autre risque que j'y vois, moi, à terme, c'est aussi peut-être le risque d'externaliser les choses et de l'externalisation du service et qui permet de se soustraire finalement à cette obligation de cotisation qui ne fera qu'aggraver de toute façon et dégrader la situation de la CNRACL. Donc je pense que ces signaux d'alerte là quand même, on a des ministres qui semblent commencer à comprendre et à entendre l'alerte. Je ne suis pas encore convaincu que tout ait été bien intégré, mais je sens dans les discussions, en tout cas, qu'il y a quand même des choses qui commencent à résonner dans le bon sens, mais le chemin est encore long à parcourir. Et peut-être un complément. Alors, moi, je suis plutôt, mais bon, on ne se refait pas, plutôt confiant dans notre capacité collective à aboutir. Le
le constat, enfin, il est partagé par tout le monde, pas seulement ceux qui sont autour ici aujourd'hui. C'est comme pour beaucoup d'autres régimes de retraite. En 1980, dans la fonction publique territoriale, il y avait 4,5 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,4 actifs pour un retraité. Donc, ça veut dire qu'on appelle à un montant incroyable, 4,5 milliards d'euros en année pleine, les collectivités à participer, mais on l'a dit, ça ne résout pas le problème. C'est-à-dire d'ici 5 ans, on va retomber dans un système déficitaire. Et donc, n'importe quel responsable, tout le monde peut comprendre que ce n'est pas une solution. Donc moi, je suis plutôt confiant sur l'avenir. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a 2 étapes. Il y a une urgence, parce que c'est là, les collectivités, 2026, 1 milliard supplémentaire. Il y a une urgence à traiter parce qu'on n'a pas suffisamment approfondi le sujet et approfondi les solutions auparavant. Aujourd'hui, il y a des solutions. La délégation a fait des propositions, la Cour des comptes s'est aussi emparée de ce sujet, les inspections travaillent sur le sujet. Aujourd'hui, il y a des solutions pour trouver un équilibre durable au régime de la CNRACL sans appeler une augmentation des cotisations des employeurs. Moi, je suis plutôt confiant sur la capacité à l'exécutif, aux parlementaires, à tout le monde, à tous les acteurs, aux associations, de se dire à un moment, on appelle 4,5 milliards, on ne résout pas le problème. Bon, il y a des solutions. Étudions ensemble ces solutions et avançons sur ce sujet. Donc, moi, je suis plutôt confiant sur cette sorte d'intelligence collective à trouver une solution durable. Parce qu'en fait, vous l'avez bien compris, le principal problème, c'est qu'on pompe les collectivités, on ne résout pas le problème. Donc ça, quand même, à un moment, il faudra bien se rendre à cette évidence. Bien, mais merci à tous. Merci. Sur cette situation qui aujourd'hui on répète à chaque ministre, on va le répéter encore la semaine prochaine pour que ce soit réellement entendu. La difficulté qu'on a eue jusqu'à présent, et on verra ce que nous dit le ministre de la fonction publique, c'est que la dernière fois c'était pas dans sa main. C'était partagé entre la question de la CNRACL était partagée entre plusieurs ministres. On avait du mal en fait à savoir quel interlocuteur au gouvernement s'était vraiment saisi. Pas encore, mais justement, c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, on a besoin de répéter les choses et de les réaffirmer un peu plus clairement grâce au service, parce qu'on a besoin de savoir qui se saisit réellement du sujet au gouvernement, qui essaie de comprendre les enjeux. Et à partir du moment où il y a une compréhension des enjeux, je pense que la solution, elle est trouvée et ce n'est pas l'augmentation du taux. Oui, absolument. Oui, parce qu'on l'a sur les questions de la fonction publique, mais sur la question de la CNRS en tant que telle, et à la fois les délégués aux collectivités, il y a évidemment Bercy.